Le roi père Primé et la reine Marie n'avaient eu qu'un seul enfant. Il était né à Montpellier le 1er février 1208. Voici la plaque apposée sur l'emplacement de sa maison natale. Ce sera le futur grand roi Jaume I el Conquerido. Voici sa statue place de la mairie à Barcelone, au cœur même de la capitale catalane qui lui exprime toute sa gratitude. Mais en attendant, revenons à son enfance. À la mort de ses parents, en 1213, le jeune roi Jaume est tout juste âgé de 5 ans. Il hérite d'un pays endetté par les dépenses fastueuses et inutiles de son père, d'un pays traumatisé par la guerre en Occitanie, d'un pays en proie à la révolte entre seigneurs. Plusieurs fois, d'ailleurs, le jeune roi tremblera pour sa vie. Ces troubles vont durer une quinzaine d'années. Pourtant, disons-le avec plaisir, tout va changer au mois de juillet 1228. En juillet 1228, le roi est alors âgé de 20 ans. Ce jour-là, Jaume Ier, de passage à Tarragone, assiste à un banquet. Cette miniature authentique représente cette scène. À droite, seul à table le jeune roi. À gauche, les marchands. Ces marchands navigateurs lui parlent du mal que font les pirates musulmans des îles Baléares, de ces pirates qui attaquent leurs bateaux et qui confisquent les cargaisons. Eh bien, répond le jeune roi Jaume Ier, partons à la conquête de ces îles Baléares. Et moi, le roi, je fais le serment de prendre le gouverneur musulman par la barbe. Et c'est dans un éclat de rire que se termine le banquet de Tarragone. Jaume I, voici son portrait d'après une miniature, convoque pour la fin de l'année à Barcelone une assemblée de députés. Là, chacun suivant ses moyens promet d'apporter son aide financière et matérielle à l'expédition maritime. Par exemple, le comte del Rosselló, Nuño Sanz, viendra avec 200 chevaliers, chacun d'eux accompagné de 10 hommes, avec du vin, du pain, de la viande et de l'avoine. C'est considérable. Un an après, l'escadre est enfin prête. Elle s'est rassemblée ici, au port de Salao. Et le 5 septembre 1229, Jaume I donne le signal du départ. D'abord 50 gros bateaux à 2 étages pour transporter 1300 chevaux avec paille, foin, céréales, eau douce. Puis des dizaines et des dizaines d'autres bateaux où s'entassent 15 000 hommes avec armes et bagages. Voir cette escadre quitter le port, toute voile gonflée, drapeau catalan en tête. C'est magnifique et le roi a cette phrase pleine de poésie. Toute la mar semblable blanque de las belles, tant est grand l'estor. Toute la mer semblait blanche des voiles, tant était grande l'escadre. Le débarquement dans l'île de Majorque est des plus délicats. Les musulmans de l'île, ici sur la fresque, découvrent les soldats catalans. Leur tenue vestimentaire et leur armement est visible sur cette fresque authentique.
Les piétons sont habillés légèrement, robe en cuir, petit casque, petit bouclier, une lance, une courte épée. Ces soldats sans armure sont d'une grande mobilité. Les musulmans les appellent almogavars. Leur force physique a fait d'eux une armée imbattable. Puis, dans la tente du roi, ce sont les derniers préparatifs avant l'assaut final. La ville de Palme est encerclée. Les musulmans se défendent bien. Mais si l'on en croit la chronique, San Jordi, Saint Georges, apparaît pour aider les Catalans. Palme de Majorque est prise le 29 décembre 1229. Chacun part alors à la découverte d'une île, au paysage magnifique. On prépare le partage entre ceux qui ont participé à la conquête, hommes de Barcelone, de l'Empordà, del Rosselló, mais aussi de Montpellier et de Marseille. Cette miniature montre le roi Jaume Ier qui accorde aux nouveaux habitants des franchises et des privilèges. Quelques années plus tard, les deux îles de Minorque et de Ibiza seront conquises. Alors voilà, après cette victoire, qui a eu un grand retentissement tant en Europe qu'en Méditerranée, Jaume Ier décide de se tourner vers le sud et d'aller faire la conquête de la grande ville de Valencia, qui est encore aux mains des musulmans. Comme l'indique cette miniature, la décision est prise par le roi et ses conseillers en 1232. Es la migliore terra e la més bella del món, lui dit-on. Valencia et ses riches jardins est un gros morceau, âprement défendu par les musulmans. Il faudra 10 longues années de bataille avec l'aide des Aragonais pour conquérir les terres valencianes. En 1238, enfin, Jaume Ier, comme le montre cette fresque, pénètre dans Valencia. Le drapeau catalan flotte au-dessus des tours de la ville. Voilà pourquoi on a donné à ce roi le nom de Jaume Ier el Conqueridor, Jacques Ier le Conquérant. Ici, son portrait. Cependant, que ce soit aux îles Baléares ou à Valencia, ce sont les lois catalanes qui seront appliquées, c'est-à-dire els usages de Barcelone. Alors, me direz-vous, pendant ce temps, où en est la résistance en Occitanie? Eh bien, les forces françaises ont fini par prendre le dessus sur la résistance cathare. Montségur, le dernier bastion, tombe en 1244. 215 cathares sont brûlés vifs. L'Occitanie est au pouvoir du royaume de France. Il faut maintenant donc tracer une frontière entre le royaume de France et la Catalogne. C'est ce qu'on appelle le traité de Corbeil, signé en 1258 entre le roi de France, Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, et le roi catalan, Jaume Ier. La frontière se situe à Salses, Opul, Ribes Altes, Estegel, Nefiac, Ilha de Tête, Molich, Tarerac, Mousset, Puig-Paladó. Voici la statue de Louis IX. Et la signature de Jaume Ier. Les deux rois préparent le mariage de leurs enfants. Vous voyez la statue d'Isabelle, fille de Jaume, à l'église Saint-Denis à Paris. En épousant Philippe, le futur Philippe le Hardi, Isabelle la Catalane deviendra reine de France. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les principales actions menées par le roi Jaume Ier à Casenostre,
Alors, partons en voyage. Nous voilà à Mayol en 1243. Le chanoine de Barcelone, qui représente le roi, tient une assemblée de paix et trêve. Ce jour-là, 43 seigneurs del Rocío font le serment de respecter la paix en jurant sur la Bible. Nous voilà à Vinça en 1245. Le roi supprime tous les mauvais usages, coutumes détestables. Comme par exemple la couloucille, qui est un impôt que doit verser le mari trompé par sa femme. En contrepartie, les habitants de Vinça promettent de construire des remparts. Ces remparts existent encore aujourd'hui. Nous voilà à Oppoul en 1246. Pour se protéger des Français, Jaume Ier fait bâtir la forteresse d'Oppoul, perchée comme un nid d'aigle. Pour favoriser le peuplement du château, le roi accorde des franchises d'impôts et les mêmes coutumes avantageuses de Perpignan. Nous voilà à Collioure en 1253. Le roi accorde une charte protectionniste à la célèbre cité. Il est désormais interdit d'amener par bateau ou par voie terrestre un autre vin que celui de Collioure. Nous voilà à Sant Joan-Pla-de-Corts en 1266. Jaume Ier crée ce que l'on appellerait aujourd'hui une réserve naturelle. La forêt est protégée. On y interdit la chasse, la pêche, la cueillette, l'usage du bois, le package des animaux. Nous voilà à Villefranche del Conflent en 1263. Le roi décide la construction de 3 ponts, et cela aux frais des habitants del Conflent. Aujourd'hui, un seul pont reste en place, c'est le pont Sant Pere. Les ponts sont situés sur la route des 3 foires, Perpignan, Villefranche et Puigcerdà. Ces foires de dimension internationale ont laissé des traces sur le portail d'entrée de l'église de Villefranche. Ce sont les 3 mesures employées par les acheteurs de draps catalans. La double aune de Copenhague 1,25 m, l'aune de Cassel en Flandre 1,61 m, la canne de Montpellier 1,98 m. Et maintenant, voyons quelle a été l'œuvre de Jaume Ier sur le plan national catalan, car il n'a pas été uniquement un conquérant.
Jaume I est un roi rassembleur des Catalans. Il ne cesse, à partir de sa prise de pouvoir, d'établir des statuts de paix. Jurés par les nobles à sa gauche et le clergé à sa droite. Ici, c'est à Tortosa. Nous l'avons vu à Mayol. Les viguiers, nommés par le roi, sont chargés de faire respecter le serment de paix entre Catalans. Ce n'est pas toujours facile, mais le résultat est là. La paix intérieure règne en pays catalan du nord au sud. Jaume I rend la langue catalane officielle. Désormais, la plupart des actes ne sont plus écrits en latin, mais en langue catalane. Et il fait traduire la Bible en notre langue. Il écrit lui-même la chronique de sa vie en catalan, Al Llibre dels Fets del Rei en Jaume. En voici une reproduction, première ligne. A passar mig any nos fom a Tarragona. Jaume I favorise la rédaction des lois maritimes vers 1232. Ces lois rédigées en catalan deviendront le code du Consulat de Mar. Elles sont le reflet des coutumes méditerranéennes. Ce code sera utilisé par la plupart des pays. Jaume I est le fondateur des Corts, c'est-à-dire de l'Assemblée des députés. Chaque fois que se pose un grave problème à Catalogne, le roi, ici sur ce parchemin, convoque les délégués des grandes villes. Nobles, bourgeois, ecclésiastiques. La Corte est une assemblée où on délibère toutes classes confondues. Le gouvernement de Jaume I est basé sur le pactisme. Plus tard, la Corte sera réunie régulièrement. Jaume I favorise le développement économique. À Barcelone, le transport des marchandises catalanes est réservé en priorité aux bateaux catalans. En 1264, il crée le premier consulat permanent. C'est-à-dire que, en plein pays musulman, un Catalan va habiter toute l'année à Alexandrie pour régler les innombrables problèmes survenus entre acheteurs et vendeurs. C'est le représentant de Catalogne en Égypte. Jaume I envoie des ambassadeurs en Arménie en 1265, en Perse en 1268 et à Constantinople en 1269, et il signe des contrats commerciaux. Il reçoit à Barcelone des ambassadeurs d'Arménie qui accordent aux Catalans des franchises spéciales. Jaume I crée une nouvelle monnaie, le tern, valable dans toute la Catalogne et fabriquée à Barcelone. En résumé, mes chers amis, et vous l'avez tous compris, Jaume I el Conqueridor est un des plus grands rois que la Catalogne et l'Aragon aient jamais eu. Et les historiens les plus éminents affirment que par son œuvre, il est supérieur aux autres rois d'Europe qui lui sont contemporains. Et je veux bien les croire. D'ailleurs, sa ville natale de Montpellier ne l'a pas oublié. Regardez. Voici la tour d'Aragon à Montpellier.
à la mémoire de Jacques d'Aragon. Ici, un centre commercial a son nom. Et là, un centre médical. En Catalogne, le port de Salou rappelle qu'en cet endroit, l'escadre de Jaume Ier est partie conquérir les Baléares. Valencia lui a élevé un monument. Et à Casa Nostra, rien, dommage. Le 21 juillet 1276, le roi Jaume Ier tombe malade. Il abandonne la couronne à ses enfants et il décide de se faire moine. Une semaine plus tard, le 27 juillet, le roi s'éteint dans la ville de Valencia. Il avait 68 ans. Aujourd'hui, son corps repose au monastère de Poblet. Pour compléter son portrait, précisons que Jaume Ier était un homme d'une grande dévotion.